Une frontière se ferme, un chiffre bascule, et tout un pays retient son souffle. Deux indicateurs, pourtant opposés, explosent ensemble. Les importations agricoles s'effondrent, tandis que les récoltes locales commencent à grimper à contre-courant de toutes les prévisions. Et si cette collision inattendue révélait la véritable portée du choix d'Ibrahim Traoré, bien au-delà du seul Burkina Faso? Qu'est-ce que cela change pour vous, pour n'importe quel citoyen pris dans un système qui vacille? En arrière-plan, une question obsédante demeure, comme un compte à rebours silencieux. Ce récit vous promet quelque chose de précis. Comprendre pourquoi une décision jugée brutale a pourtant déclenché l'une des mutations agricoles les plus rapides du Sahel. Un savoir clair pour lire l'avenir agricole africain. Derrière le geste politique se cache un enjeu vital, la survie d'un pays qui dépendait massivement d'intrants étrangers pour nourrir sa population et qui a choisi d'y renoncer du jour au lendemain. Mais ce choix ouvre aussi une brèche fascinante. Que se passe-t-il lorsqu'un État parie tout sur ses propres semences, ses sols, ses producteurs? Les risques sont immenses. Crise alimentaire, pression internationale, instabilité économique, mais les gains potentiels le sont tout autant. Autonomie, résilience, redéfinition complète du modèle agricole. Et voici le point qui devrait retenir votre attention dès maintenant. Les premiers chiffres, totalement inattendus, contredisent les prédictions catastrophistes. Un micro-signe presque anodin, mais suffisant pour faire vaciller le récit officiel. La transition n'a pas commencé par une chute, mais par un frémissement positif. Les premiers relevés officiels ont livré un détail que presque tout le monde avait négligé. À peine 6 semaines après la fermeture des frontières, la production locale progressait déjà de 15%, un signal faible mais réel. Puis un second indicateur, tout aussi discret, a renforcé ce renversement. Malgré l'arrêt brutal des importations, les stocks nationaux ne se sont pas effondrés, contrairement aux prévisions des analystes occidentaux. Pour comprendre comment une telle inversion a pu se produire, il faut revenir au moment où Ibrahim Traoré a annoncé la suspension totale des intrants agricoles étrangers. La mesure, choquante pour certains, s'inscrivait dans une réalité bien plus profonde. Pendant des décennies, les agriculteurs burkinabés avaient vu leur sol saturé de semences brevetées et d'engrais importés, créant une dépendance structurelle difficile à briser. Chaque récolte était devenue la confirmation d'un système où l'agriculture nationale reposait davantage sur les fournisseurs étrangers que sur ses propres ressources. Ce basculement du 16 mars 2023 n'est donc pas né d'un geste isolé, mais d'un cycle long de frustrations accumulées. Le pays importait chaque année pour plus de 2,7 milliards de dollars d'intrants agricoles, transformant l'agriculture en secteur vulnérable, exposé aux fluctuations géopolitiques et aux pressions économiques extérieures. En décidant de rompre ce cycle, Traoré cherchait à redonner aux producteurs un contrôle que beaucoup pensaient perdu. Les premières secousses ont été vives. Hausse des prix, raréfaction des semences, inquiétude dans les régions les plus dépendantes. Pourtant, au milieu de cette turbulence, un changement de comportement s'est rapidement installé. Des coopératives spontanées sont nées, les paysans ont ressorti des variétés indigènes longtemps marginalisées, et les formations sur le compost organique ont commencé à se multiplier. Cette dynamique, presque souterraine au départ, a permis d'amortir le choc initial, créant un socle inattendu pour la transition. Ainsi, loin du chaos annoncé, le pays a commencé à produire un récit différent, celui d'une autonomie possible, fragile certes, mais portée par une volonté collective qui démentait les scénarios alarmistes. Dans cette transition mouvementée, une figure inattendue est devenue le repère silencieux des premières semaines, l'agriculteur burkinabé ordinaire, celui qui travaille sur quelques hectares et qui a dû réinventer son quotidien du jour au lendemain. Le premier micro-cas vient du village de Koudougou, où une petite coopérative de 6 familles a choisi de remplacer les semences hybrides importées par du sorgho indigène conservé depuis plusieurs saisons. Le pari semblait risqué, mais les plans ont montré une résistance inattendue aux premières vagues de chaleur. Le rendement total est resté modeste, certes, mais suffisamment stable pour éviter la dépendance aux fournisseurs externes. Un second micro-cas apparaît à Dédougou,
Une jeune enseignante, revenue au village après la fermeture des frontières, a aidé son père à adopter les engrais organiques issus de composts locaux. En quelques semaines, le sol, moins compacté, a commencé à retenir davantage d'humidité. Les résultats n'étaient pas spectaculaires, mais ils montraient une chose essentielle. Le changement était possible sans infrastructures lourdes. Ces histoires, isolées en apparence, ont pourtant accéléré un apprentissage collectif. Les communautés ont commencé à documenter leurs propres méthodes, créant un réseau d'entraide improvisé, presque parallèle au système officiel. Chaque réussite, même minime, ajoutait une couche de confiance dans la possibilité d'un modèle fondé sur les ressources locales. Et la question centrale, celle qui traverse toute cette phase d'essai-erreur, finit par s'imposer. La résilience peut-elle vraiment naître du local ? Le déclencheur survient le 16 mars 2023, une date brève, coupante, qui scelle un basculement radical. Les frontières se ferment aux intrants agricoles occidentaux. Le pays se réveille dans un silence lourd, presque irréel. Les camions de semences et d'engrais, immobilisés aux postes frontaliers, deviennent les symboles figés d'un système interrompu sans préavis. Dans les premières heures, une inquiétude palpable circule dans les marchés locaux. Les commerçants ajustent leurs prix. Les familles stockent ce qu'elles peuvent. Le pays entre dans une zone d'incertitude totale. Puis la réaction s'enclenche. Les premiers jours voient émerger un effet domino. Les produits de base grimpent, les semences hybrides disparaissent des étals, et les experts étrangers prédisent un effondrement imminent. Pourtant, Ibrahim Traoré reste ferme. Il répète que l'indépendance ne peut naître que d'une rupture nette. Ce maintien de cap, presque déroutant, crée un choc psychologique autant que politique. Les critiques redoublent. Le FMI condamne la mesure. Les médias internationaux parlent de chaos programmé. Le pays, lui, avance à tâtons. L'APEC se manifeste quelques semaines après la fermeture. Les coopératives locales se multiplient. Les paysans échangent leurs propres semences conservées dans les greniers familiaux. Le mil et le sorgho, longtemps écartés au profit de variétés importées, réapparaissent dans les champs. Parallèlement, un phénomène inattendu gagne du terrain. La fabrication domestique d'engrais organiques, de simples mélanges de cendres, de déchets agricoles et de compost remplace progressivement les intrants chimiques. Ce bricolage agricole, d'abord fragile, crée un souffle d'adaptation collective. On ne parle plus seulement de survie, mais de transformation possible. Dans certains villages, les premières pousses issues des semences indigènes surprennent par leur vigueur. Les sols, moins agressés par les produits chimiques, réagissent mieux que prévu. Les pluies précoces aident. Le pays découvre que certaines variétés locales possèdent une résilience naturelle face au climat du Sahel. Ce constat, ténu mais décisif, marque le véritable point culminant, le moment où l'idée d'autosuffisance cesse d'être un slogan pour devenir une trajectoire plausible. La rémanence s'installe dans les mois suivants. Les prix se stabilisent progressivement. Les stocks d'urgence, initialement menacés, résistent mieux grâce à l'apparition de nouvelles sources locales. Les relations diplomatiques, tendues au début, se reconfigurent autour d'un nouvel équilibre. Les partenaires africains offrent leur soutien, tandis que les puissances occidentales réévaluent leur stratégie. Dans les campagnes, l'ambiance change. Les agriculteurs, d'abord effrayés, se sentent désormais acteurs d'un projet national. Ce glissement mental est peut-être le plus important. Il annonce une phase de consolidation où chaque geste, planter, échanger, produire, devient un acte de souveraineté. Au terme de ce cycle, rupture, tension, adaptation, ancrage, une évidence émerge. Le pays n'a pas sombré. Il a muté. Et cette mutation continue d'étendre ses effets, semaine après semaine, comme une onde silencieuse mais durable. La transition révèle son premier basculement quantifiable dès l'ouverture de cette phase. La dépendance alimentaire chute de 40%. Un delta massif qui montre à quel point le pays pouvait réduire ses importations en mobilisant ses propres ressources. Cette baisse, brutale sur le papier, s'explique surtout par l'arrêt des intrants occidentaux qui représentaient la colonne vertébrale de l'agriculture nationale. La rupture forcée a obligé le Burkina Faso à mobiliser ses capacités internes, souvent sous-estimées par les institutions internationales. Le deuxième indicateur clé apparaît dans les registres agricoles. Les récoltes locales augmentent de 15% par rapport à l'année précédente.
Ce pourcentage, en apparence modeste, prend une ampleur différente lorsqu'on le replace dans un contexte d'abandon soudain des intrants chimiques et de transition accélérée vers les semences indigènes. Cette progression, presque contre-intuitive, a été portée par une série d'ajustements immédiats, diversification des parcelles, réintroduction des variétés anciennes et meilleure rétention hydrique liée à l'usage du compost organique. Enfin, un troisième chiffre confirme la tendance structurelle. Près d'1 million d'hectares ont été restaurés grâce aux pratiques régénératives encouragées depuis le blocus. Cette superficie colossale n'est pas seulement une donnée écologique, elle symbolise la reconstitution d'un potentiel agricole que beaucoup pensaient irrémédiablement fragilisé. Restaurer autant de terres en si peu de temps indique un changement de comportement massif, bien au-delà des simples directives politiques. Pour comprendre comment ces chiffres ont pu émerger, il faut examiner les dynamiques qui se sont enclenchées dans les campagnes. Les coopératives, souvent perçues comme des structures modestes, ont joué un rôle décisif. Elles ont centralisé les semences locales, mutualisé les ressources, réparti les connaissances. Ce réseau informel a compensé l'absence d'intrants industriels, produisant un effet d'échelle inattendu. Là où les experts prévoyaient des pénuries, les paysans ont réactivé des techniques parfois anciennes, mais adaptées au climat du Sahel. Dans ce processus, le gouvernement dirigé par Ibrahim Traoré n'a pas simplement imposé une décision radicale. Il a orchestré une réorientation des pratiques, encourageant l'usage d'engrais organiques produits localement. Ces mesures ont réduit la dépendance aux engrais chimiques, limité les coûts de production et amélioré la santé des sols. Les paysans ont ainsi redécouvert la stabilité qu'offrent les cycles agricoles traditionnels, moins spectaculaires mais plus durables. La coopération régionale a renforcé cette dynamique. Les échanges avec le Mali et le Niger, basés sur des intrants naturels et non sur des produits brevetés, ont permis d'amortir les premiers mois de tension. Cette collaboration a révélé une vérité longtemps occultée. Le Sahel dispose de ressources suffisantes pour construire un modèle agricole souverain. Tous ces éléments convergent vers une conclusion structurante. La transition ne se limite pas à survivre sans importation, elle parvient à créer un socle productif nouveau, plus résilient que celui d'avant. Deux lectures s'opposent frontalement dès que l'on examine la décision de fermer les frontières aux intrants agricoles occidentaux. La première, souvent portée par les institutions internationales et une partie des analystes africains, affirme que rompre avec les semences brevetées et les engrais chimiques constitue un pari dangereux pour un pays déjà vulnérable. Selon cette vision, l'arrêt soudain des importations devait mécaniquement entraîner une chute des rendements, une flambée durable des prix et un risque sérieux de pénurie dans les zones les plus fragiles. La critique repose sur une logique simple. Un système agricole dépendant de l'extérieur ne peut pas pivoter du jour au lendemain sans dommages structurels. La seconde lecture, défendue par les partisans du plan gouvernemental, avance au contraire qu'une telle rupture était nécessaire pour sortir d'un modèle qui épuisait les sols, creusait la dette et fragilisait le pays à chaque fluctuation géopolitique. Elle met en avant une trajectoire d'autosuffisance possible grâce au retour aux semences indigènes, aux engrais organiques et à la mobilisation des coopératives locales. Dans cette perspective, la décision n'est pas un saut dans le vide, mais un recentrage stratégique visant à restaurer la souveraineté alimentaire après des décennies de dépendance. Pour départager ces deux positions, il suffit d'examiner les données observées durant les premiers mois. Les pénuries initiales, bien réelles, n'ont pas provoqué l'effondrement annoncé. Les prix, après une flambée, se sont progressivement stabilisés grâce à l'émergence de nouvelles sources locales. Les variétés indigènes, mil, sorgho, semences résistantes aux sécheresses, ont prouvé leur capacité à s'adapter aux conditions du Sahel. Les engrais organiques, produits à partir de compost et de déchets agricoles, ont généré une amélioration visible de la qualité des sols. Les coopératives, enfin, ont compensé le manque d'infrastructures industrielles en mutualisant connaissances, ressources et pratiques. Ainsi, la réponse la plus solide n'est pas idéologique, mais empirique. La transition n'a pas suivi le scénario catastrophe. Elle a révélé une capacité d'adaptation rapide, inattendue, et un potentiel agricole longtemps sous-estimé.
Un virage se confirme. Au milieu de cette transition encore fragile, un signe décisif apparaît. Les premières récoltes issues des semences indigènes dépassent les prévisions les plus optimistes, brisant l'idée selon laquelle l'agriculture burkinabé ne pouvait survivre sans intrants occidentaux. Les parcelles testées dans plusieurs régions montrent une résistance accrue aux conditions du Sahel, tandis que les sols moins sollicités par les engrais chimiques retrouvent une structure plus vivante. Ce basculement ne relève ni du hasard, ni d'un simple alignement météorologique. Il est le résultat d'une réorganisation profonde des pratiques, encouragée dès les premières semaines par Ibrahim Traoré et portée par un réseau d'agriculteurs qui a su transformer la contrainte en levier. Ce midpoint révèle quelque chose de plus important encore. La dépendance n'était pas une fatalité. Les critiques annonçaient l'effondrement. Ce sont les coopératives qui ont répondu par une série de micro-innovations adaptées au terrain. À ce moment de l'histoire, le pays ne se contente plus de survivre. Il démontre sa capacité à élaborer un modèle agricole aligné sur ses réalités écologiques. Un souffle nouveau traverse alors les campagnes, comme si une possibilité longtemps dissimulée venait de se révéler. Les effets de cette transformation se lisent désormais à travers 4 dynamiques distinctes qui redéfinissent le quotidien du pays. Le premier groupe, celui des ménages ruraux, NN, observe une stabilisation progressive des prix alimentaires après plusieurs mois de tension. Les familles, autrefois dépendantes des semences importées, cultivent désormais des variétés locales plus résilientes, ce qui réduit la pression sur leur budget. Dans certaines régions, l'accès à des produits issus de coopératives permet même de contourner les fluctuations des marchés urbains. Cette évolution ne résout pas toutes les vulnérabilités, mais elle offre une marge de manœuvre nouvelle, inattendue quelques mois plus tôt. Le deuxième groupe, celui des ménages urbains, DN, fait face à une dynamique différente. Les hausses initiales ont pesé lourd sur les foyers les plus précaires, mais la stabilisation venue des campagnes commence à atteindre les villes. Les circuits courts, d'abord marginaux, gagnent du terrain grâce aux petits producteurs qui organisent des livraisons directes. Cette transition n'est pas encore uniforme. Certains quartiers restent exposés aux variations de prix. Toutefois, un bénéfice se dessine clairement. La diversification des sources d'approvisionnement permet d'amortir les chocs extérieurs contre lesquels les systèmes importés offraient peu de protection. Le troisième groupe, celui des nouveaux producteurs, ND, jeunes agriculteurs, coopératives émergentes, familles revenues dans les zones rurales, représente sans doute la dynamique la plus structurante. L'usage d'engrais organiques, fondés sur des méthodes locales, réduit les coûts de production et ouvre un espace d'apprentissage collectif. Ces nouveaux acteurs expérimentent, documentent leurs résultats, partagent leurs techniques et façonnent un écosystème qui n'existait pas avant le blocus. Leur rôle dépasse la simple production. Ils créent une culture agricole renouvelée qui valorise la sobriété, la biodiversité et la résilience. C'est dans ce groupe que l'impact de la décision d'Ibrahim Traoré se manifeste le plus fortement, car il transforme un acte politique en dynamique sociale durable. Enfin, le quatrième groupe, celui des zones frontalières KV, subit une mutation à la fois économique et géopolitique. La fermeture des frontières a d'abord provoqué des ruptures brutales dans le commerce local, mais elle a aussi encouragé la création de corridors régionaux alternatifs avec le Mali et le Niger. Ces zones, longtemps dépendantes des flux venus de l'Ouest, commencent à jouer un rôle de passerelle intra-sahélienne. De nouveaux échanges apparaissent, fondés non sur les intrants industriels, mais sur des ressources adaptées au climat régional. Ces territoires deviennent ainsi des laboratoires d'intégration africaine, redéfinissant les équilibres commerciaux à petite échelle. À travers ces 4 groupes, une image plus précise se détache. Les effets de la transition ne se limitent ni aux champs, ni aux institutions. Ils modifient les comportements, les priorités, les modes d'organisation et même les ambitions régionales du pays. Le Burkina Faso découvre que l'autonomie agricole n'est pas un slogan théorique, mais un ensemble de transformations concrètes, visibles et cumulatives, un mouvement qui continue de se consolider, couche après couche. Sur l'horizon des 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso, chacune révélant une manière différente d'assumer la transition vers la souveraineté alimentaire. Elle ne relève ni d'un imaginaire abstrait, ni d'une spéculation politique.
Elle découle directement des données, des comportements agricoles observés et des tendances déjà enclenchées dans les campagnes. Le scénario base repose sur la continuité des dynamiques actuelles, des coopératives en expansion, une production locale encore inégale selon les régions et une dépendance partielle aux échanges régionaux avec le Mali et le Niger. Dans cette version, les récoltes se stabilisent à un niveau suffisant pour couvrir une part croissante de la consommation nationale sans toutefois atteindre l'autosuffisance totale. Les prix alimentaires demeurent sous contrôle, bien que soumis à des variations saisonnières. Ce scénario, solide mais prudent, permet au pays de consolider ses acquis sans pression excessive sur les populations. Le scénario optimiste imagine une accélération nette. Les terres restaurées continuent de s'étendre, les semences indigènes s'imposent comme standard et les engrais organiques alimentent des sols redevenus productifs. Les jeunes producteurs, de plus en plus nombreux à rejoindre les coopératives, introduisent des pratiques mieux adaptées aux réalités climatiques du Sahel. Si cette dynamique se maintient, le pays pourrait non seulement répondre à ses besoins internes, mais aussi ouvrir des corridors d'exportation sur certaines cultures résilientes. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso deviendrait un modèle régional d'autonomie agricole. Le scénario pessimiste, lui, repose sur plusieurs fragilités déjà identifiées. Une dépendance persistante dans certaines zones, un accès encore limité aux semences locales, et des régions vulnérables où les infrastructures de stockage manquent. Si un choc climatique se produit, sécheresse prolongée, pluie tardive, invasion parasitaire, le pays pourrait connaître des pénuries localisées et une hausse significative des prix. Les coopératives, bien que robustes, ne suffiraient-ils pas à compenser tous les déficits? Ce scénario n'efface pas les progrès accomplis, mais rappelle que la transition reste exposée à des forces externes difficiles à anticiper. Face à ces trois chemins, une recommandation s'impose. Penser la souveraineté comme une trajectoire, non comme un état fixe. C'est la seule manière d'ajuster les pratiques, absorber les chocs et consolider les avancées sans s'illusionner sur la facilité du processus. Dans cette transformation agricole, 3 cercles d'impact permettent de comprendre ce que cette histoire signifie réellement pour chacun, bien au-delà du territoire burkinabé. Le premier cercle, A, celui des individus, touche directement toute personne concernée par la sécurité alimentaire. La démarche du Burkina Faso montre qu'un système peut se réinventer même lorsqu'il semble verrouillé. Pour un citoyen confronté à des hausses de prix, à la perte de contrôle sur son alimentation ou à l'uniformisation des produits, cette expérience rappelle qu'il existe des alternatives fondées sur des ressources locales et des circuits courts. Elle met en lumière une vérité souvent oubliée. L'autonomie alimentaire commence par des choix modestes au niveau du foyer ou de la communauté. Le deuxième cercle, B, celui des communautés, révèle un autre type de résonance. Les coopératives burkinabées démontrent qu'un groupe organisé, même sans grandes infrastructures, peut créer une dynamique économique propre. Pour les associations, les collectifs citoyens, les groupes de quartier ou les petits producteurs d'autres pays, ce modèle offre un cadre reproductible. Mutualiser, échanger, documenter, progresser ensemble. La solidarité agricole, observée durant les premiers mois du blocus, n'est pas un phénomène isolé. Elle montre comment une communauté peut absorber un choc, puis s'en servir pour se renforcer. Le troisième cercle, C, celui des sociétés entières, interroge les choix structurels. La bascule burkinabé ouvre un débat mondial. Jusqu'où un pays peut-il ou doit-il aller pour garantir sa souveraineté alimentaire ? Elle expose les limites d'une dépendance excessive aux marchés extérieurs et remet au centre la question des capacités internes. Pour les décideurs, les institutions, mais aussi les citoyens, cette expérience offre un miroir. Elle invite chacun à examiner la fragilité de son propre système alimentaire et les marges d'action disponibles. En somme, cette histoire parle de vous autant que d'eux. Pour inscrire durablement cette transition dans le temps, un ensemble de mesures structurées émerge, articulées autour d'un objectif clair. Transformer la dynamique amorcée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré en stratégie agricole stable, reproductible et mesurable. La première étape consiste à institutionnaliser la formation agricole locale. Les paysans doivent accéder
dans chaque région à des modules pratiques sur les semences indigènes, la gestion des sols et l'usage des engrais organiques. Ces sessions peuvent être assurées par les coopératives les plus avancées avec un calendrier mensuel et un suivi trimestriel des participants. L'indicateur clé, la proportion de producteurs utilisant au moins une technique régénérative validée. La deuxième étape repose sur la sécurisation et la diversification du financement agricole. Les caisses communautaires, renforcées par des partenariats publics et privés, doivent offrir de petits crédits ciblés pour les semences locales, les outils simples et les unités de compost. Ce soutien est mesurable par le taux de remboursement et l'augmentation du nombre de parcelles converties à des pratiques souveraines. La troisième étape vise la consolidation des infrastructures régionales. Il s'agit d'équiper les zones rurales de points de stockage, de plateformes de redistribution et de stations de compost. Ces infrastructures doivent être opérationnelles avant chaque saison des pluies, avec un audit annuel de leur capacité réelle à absorber les fluctuations de production. Enfin, une quatrième étape complète le dispositif, l'intégration régionale renforcée. Le Burkina Faso peut formaliser des accords agricoles avec le Mali et le Niger pour stabiliser les flux d'intrants naturels et partager les variétés les plus résistantes du Sahel. La mesure de succès est simple, la réduction des ruptures d'approvisionnement durant les périodes critiques. En combinant ces étapes, la transition cesse d'être une réaction d'urgence pour devenir une architecture durable. Dans le calme des villages, un détail revient sans cesse. Ces petits tas de compost organique, observés dans les microcas de Koudougou et de Dédougou, sont devenus bien plus que de simples outils agricoles. Ils incarnent la transformation silencieuse d'un pays qui a choisi de se réinventer à partir de ce qu'il possédait déjà. Le geste humble de retourner la terre, de mélanger les cendres, de faire naître un sol plus vivant, résume mieux que n'importe quel discours l'esprit de cette transition. Ibrahim Traoré, en pariant sur les forces internes du Burkina Faso, n'a pas seulement bousculé les équilibres économiques. Il a ravivé une forme de dignité agricole que beaucoup croyaient perdue. Ce retour aux sources n'est pas une nostalgie, mais une affirmation. Le pays peut avancer en s'appuyant sur ses propres ressources, ses propres savoirs, ses propres communautés. À travers les campagnes, un sentiment nouveau se diffuse. Les coopératives grandissent, les jeunes reviennent vers la terre, les familles réapprennent à cultiver des variétés qui avaient presque disparu. Et dans ce mouvement, quelque chose de plus profond se joue. L'idée que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une émotion collective, bâtie jour après jour. La terre répond toujours à celui qui la respecte. Au terme de ce parcours, une évidence s'impose. L'histoire du Burkina Faso dépasse largement la seule question agricole. Elle interroge notre rapport au territoire, à la nourriture, aux choix collectifs que chaque société doit affronter lorsqu'elle se trouve à un tournant. Le geste des coopératives, les échanges entre villages, la restauration des sols et la réappropriation des semences locales composent une leçon silencieuse mais puissante. Un pays peut décider de se relever en mobilisant ce qu'il possède déjà. Cette transformation n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Elle touche toute personne qui se demande comment bâtir une autonomie réelle, comment soutenir des systèmes alimentaires plus sobres, plus résilients, plus respectueux de l'environnement et des communautés qui les portent. Les changements majeurs commencent souvent par de petits gestes, puis se renforcent à travers les initiatives locales qui deviennent peu à peu des mouvements collectifs. Pour poursuivre la réflexion, quelle part êtes-vous prêt à prendre dans la construction d'un avenir alimentaire plus libre et plus durable ?